L'époque est inédite, vous l'avez bien compris. Le débat sera inédit aussi. Un débat de philosophes. Michel Onfray, Alain Finkielkraut pour décrypter cette actualité et ce grand chambardement politique. C'est juste après la pause. À tout de suite. L'élection d'Emmanuel Macron a fait l'actualité. Fera-t-elle aussi l'histoire avec un grand H? Autrement dit, le grand chamboule-tout politique du moment annonce-t-il une vraie recomposition? Ou viendra-t-il servir la fameuse phrase « il fallait que tout change pour que rien ne change ». Alors pour répondre à ce type de questions qui exigent un peu de hauteur, deux philosophes de renom ce soir qui n'ont d'ailleurs jamais débattu ensemble face à face sur un plateau. Alain Finkielkraut, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Michel Onfray, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Vos derniers ouvrages respectifs, vos derniers essais, les voici. La seule exactitude chez Stock pour vous, Alain Finkielkraut, et puis Décadence pour vous, Michel Onfray, ou l'histoire d'un vieux monde qui disparaît. On est dans ces deux ouvrages, j'allais dire, au cœur du sujet de ce soir. Alors ce soir, le principe est simple, on s'appuie à la fois sur une image d'actualité et vous nous dites si vous considérez que c'est uniquement de l'écume des jours, j'allais dire, de l'actualité, ou si cela pourrait rentrer dans l'histoire et s'il y a un propos philosophique à avoir derrière. On va commencer par ce qu'on va appeler le style Macron. En 15 jours, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà imprimé sa marque, le nouveau président. Deux images symboliques pour commencer. La première qui en disait long sur sa façon de concevoir la fonction, cette marche lente au Louvre pour arriver jusqu'à l'estrade de la victoire. On est une heure à peine ou presque après la proclamation des résultats. Louvre, symbole de culture, de rayonnement international de la France, mais aussi de sa puissance monarchique, on va peut-être en parler. Et puis l'autre image, qui aura aussi été d'ailleurs très commentée, c'est cette remontée des Champs-Élysées pour son investiture avec le choix de ce commande-quart de l'armée. C'est en chef des armées qu'il a voulu débuter cette cérémonie. Cette présidence qu'il avait lui-même théorisée comme jupitérienne, elle vous inspire quoi, messieurs? Allez, on commence avec vous, Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron construit son image. C'est ce que font tous les responsables politiques et a fortiori tous les chefs d'État à l'âge de la communication. Mais j'ai presque envie de vous retourner la question. Nous appartient-il à nous de commenter cette image ou de rappeler que la politique, ce n'est pas l'art de fabriquer des images, c'est une action dans et sur le monde. Cependant, je ne me déroberai pas. Emmanuel Macron a voulu tirer les leçons du premier tour de l'élection présidentielle, de son entrée en scène fracassante et catastrophique en musique avec sa femme, pour le discours. Il a voulu être plus solennel, plus vertical aussi, une présidence jupitérienne, avez-vous dit, de la verticalité pour justement remédier à la trivialité des deux quinquennats précédents. Pourquoi pas? Oui, mais quand vous parlez d'inscription dans l'histoire, je vous rappelle... C'est l'avenir qui le dira. Non, mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu un grand concert de rap avant cette déambulation majestueuse dans la cour du Louvre. Quel est le rapport entre le rap et la grande et même la petite histoire française? Et puis, deuxième détail, auquel je n'accorderai pas trop d'importance, mais quand même, Emmanuel Macron chante la Marseillaise, la main sur le cœur et les yeux fermés. Ce n'est pas la tradition française, c'est la tradition américaine, comme l'a noté aussi Régis Debray. Donc c'est pas tout à fait De Gaulle non plus, simplement, voilà, ça se sent. Il y a d'autres choses peut-être plus sérieuses à dire. Il y a plein de choses sérieuses à dire, mais c'est sérieux le symbole en politique. Oui. J'allais même dire le symbole, c'est ce qui rassemble un peu tout le monde. Alors est-ce que cette symbolique-là, elle vous parle à vous, le philosophe Michel Onfray? Moi d'abord j'écris la chronique de tout ça, c'est-à-dire que j'emmagasine beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Et je constate là que vous avez choisi des images, vous avez prélevé des images. Bien sûr. Et qu'on devrait pouvoir les mettre dans une totalité, dans une série. C'est vrai, il nous faudrait 3 heures d'émission. Non, il suffirait juste de consacrer 3 secondes de moins à l'image que vous avez montrée et 3 secondes de plus à l'image que vous n'avez pas montrée, pour montrer qu'il y avait deux temps. Dans cet événement. Je parle de la première image. C'est-à-dire on le voit effectivement rentrer dans l'esprit d'un général de Gaulle qui aurait été revu et corrigé par André Malraux, avec un petit peu de Panthéon, c'est-à-dire on arrive, c'est tragique, c'est sacré, et on voit le personnage. Et on nous dit qu'il a choisi le Louvre pour des raisons éminemment symboliques. On oublie de nous dire qu'il avait choisi le Champ de Mars. Et que ça n'a pas été possible parce qu'Anne Hidalgo a refusé. Donc la symbolique n'est pas du tout la même. Il y a des versions qui varient là-dessus, mais enfin bon. Ouais. Alors après, moi j'ai lu qu'effectivement il avait souhaité... Vous l'avez lu, mais il y a des versions qui varient. Apparemment, c'était son choix premier. Alors on a parlé, alors il faudra qu'on m'explique pourquoi il avait choisi le Champ de Mars, qui paraissait pas illogique quand on veut être jupitérien, et pourquoi il n'a pas eu ce Champ de Mars parce qu'Anne Hidalgo, qui ne l'aime pas beaucoup, le lui a refusé, prétextant que je ne sais quel comité olympique ne devrait pas voir une pelouse foulée parce que ce serait pas une bonne image ou une bonne idée. Toujours est-il que Jupiter, qui avait choisi le Champ
Champ de Mars se retrouve dans la cour carrée du Louvre et c'est un second choix. Donc on ne nous fasse pas le coup, il a choisi la culture, il avait choisi la guerre. Le premier moment qu'on nous montre, c'est effectivement André Malraux, entre ici Jean Moulin, le Panthéon, etc. L'image que vous ne nous montrez pas, c'est que le en même temps de Macron, il fonctionne aussi là-dessus, parce que en même temps, quand il arrive sur scène, on voit arriver sa femme, ses enfants, la famille, etc. Ça commence comme De Gaulle, ça termine comme Trump. Et on voit effectivement toute la famille, et puis ça continue avec une musique. Alors après, évidemment, il y a la Marseillaise, et Alain Finkielkraut a raison de rappeler qu'il l'a écoutée à la mode américaine, et vous avez coupé que la chose démarre avec l'hymne européen. On commence déjà avec cette idée que l'Europe d'abord, la France après. Autre symbole, il monte avec un command car, mais il descend avec une voiture civile. Donc voilà un personnage qui, effectivement, pour la montre, nous fait savoir qu'il est du côté des militaires, de la puissance jupitérienne, on est toujours dans le jupitérien, mais que pour le coup, il redescend dans une berline à la maison. Donc je pense qu'il faut mettre toutes ces choses-là en perspective pour voir que, et Alain Finkielkraut a raison, c'est de la communication, c'est de la com. Mais que le commentaire de la communication que vous faites entre dans un plan de communication où on oublie de dire toutes ces choses-là, toutes les significations qui échappent un peu. C'est-à-dire, vous savez, on s'en vient inviter, par exemple, Michel Bouquet, parce que c'est formidable, Michel Bouquet, le théâtre, etc. Et puis le soir, on découvre qu'à la fiesta, c'est pas Michel Bouquet qui est invité, mais ce sont les frères Bogdanov. Donc si on veut communiquer, il faut donner toutes les images, y compris celles qu'on ne commande pas. Autre image symbolique de ce quinquennat, ce jeune Premier ministre barbu que tous ceux qui ne connaissent pas Le Havre ont découvert la semaine dernière. Je parle évidemment d'Édouard Philippe, proche d'Alain Juppé, d'une droite revendiquée qui s'affirme. Nous travaillerons, disait-il hier, avec tous les progressistes de ce pays. Est-ce que c'est un alibi ou la démonstration que le clivage droite-gauche est effectivement en train d'être remplacé par ce que l'on appellerait le clivage progressiste-conservateur? Alors là, c'est une très grave question, si vous voulez. En effet, la campagne s'est articulée autour de ce clivage, avec l'affirmation d'un progressisme béat et, à mon avis, en porte-à-faux avec les nécessités de l'époque. Tous les records ont été battus. Nous nous rendons compte que nous allons trop loin, trop vite, qu'il faut poser des limites. Nous étions modernes, c'est-à-dire, à la limite, nous répliquions par l'enjambé, disait Victor Hugo, et nous nous retrouvons, si j'ose dire, grecs malgré nous, confrontés au problème de la démesure. Ce qui veut bien dire, et c'est pour ça que Octavio Paz a écrit « Les seuls obscurantistes aujourd'hui sont ceux qui ont la superstition du progrès ». Macron est apparu comme l'incarnation souriante de cet obscurantisme. Mais je dois dire que son gouvernement n'est pas aussi progressiste au sens que j'ai formulé que cela, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Nicolas Hulot a dit lors de la passation de pouvoir, il a rappelé une phrase de Camus, notre auteur, parce que nous avons des différends, nous avons des choses en commun. Eh bien, une phrase très célèbre du discours du Nobel 1957. Il l'a cité très approximativement, Nicolas Hulot. C'est une phrase c'est la phrase où Camus dit « Toutes les générations se croient vouées à refaire le monde. La nôtre sait qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est plus grande, empêcher que le monde ne se défasse. » Ça, c'est un très grand programme conservateur. Pour vous, c'est le macronisme alors? Non, ce n'est pas le macronisme. C'est un grand programme conservateur, non pas bien sûr au sens de l'immobilisme, du maintien des privilèges ou de l'ordre établi, mais de préserver ce qui a besoin d'être préservé pour que le monde demeure habitable. Le macronisme, bien plutôt la fluidité, la mobilité que l'habitabilité. Simplement, son gouvernement n'est pas totalement à son image. De même, le ministre de l'Éducation veut-il réintroduire la culture dans l'éducation alors même qu'elle en avait été expulsée, notamment par la ministre précédente. En tout cas, la grimace de Najat Vallaud-Belkacem quand elle a appris le nom de son successeur est le plus bel hommage qui pouvait être rendu à celui-ci. Et le directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, Christophe Queriro, a eu des phrases extrêmement belles sur la nécessité justement de renouer avec l'humanisme qui constitue l'école, et il dit
Une mesure simple mais nécessaire doit consister à revenir aux grands textes patrimoniaux dès le plus jeune âge. Et pourquoi ne pas exiger d'apprendre une fable de La Fontaine par semaine dès le plus jeune âge? Y a-t-il meilleur enseignement? Eh ben, je trouve que tout cela rompt avec l'idéologie macroniste, est une entorse à son progressisme béat, et je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle. Michel Onfray, votre réaction par rapport à ce nouveau clivage, oui ou non, et à ce que vient de dire ensuite Alain Finkielkraut? Mais il n'y a pas de nouveau clivage. C'est une vieille chose, monsieur Macron. Macron, c'était Hollande, Hollande, c'était Sarko, Sarko, c'était Chirac, Chirac, c'était Mitterrand depuis 1983. C'est-à-dire que pendant très longtemps au Front National, on a parlé de l'UMPS et les gens poussaient des cris d'orfraie en face en disant que c'était n'importe quoi, etc. L'UMPS, on le voit là. On voit effectivement que dans l'ancienne UMP, les Républicains, et puis chez les anciens socialistes, finalement, il y a une aile gauche chez les Républicains et une aile droite chez les socialistes qui pensent exactement la même chose sur tous les sujets. Mais il y a aussi une aile droite chez les Républicains et une aile gauche chez les socialistes qui ne pensent pas du tout la même chose. Ah oui, justement. Mais là, pour le coup, on voit que les libéraux qui nous gouvernent depuis 1983, ceux qui pensent effectivement que l'argent doit faire la loi, y compris à l'école, y compris dans les hôpitaux, y compris dans les casernes, y compris dans la police, tous ces gens-là pensent exactement la même chose, ils font semblant. Pour vous, le niveau clivage, alors, c'est libéral, pas libéral, quoi, c'est ça? Oui, absolument, oui. Il y a la question de la souveraineté, il y a la question de l'identité, il y a la question du libéralisme qui devrait faire la loi, c'est-à-dire l'argent ou les marchés. Et je pense que là, d'un seul coup, on donne l'impression il est neuf, il est jeune, ça change tout, ça bouleverse, etc. Pas du tout. On est toujours dans cette idée que l'euro, l'Europe, le marché, l'argent, tout ça doit faire la loi, et que finalement, une fois à droite, une fois à gauche, on devrait pouvoir s'entendre pour gouverner finalement au centre. C'est ça qui est intéressant, de voir que enfin, on nous laisse croire qu'on a le choix entre un monde et un autre monde, alors qu'en fait, on a le choix entre un monde et un monde, c'est le même, et des visages différents qui s'opposent. Là, pour le coup, ça va clarifier effectivement des choses, parce qu'à droite, il va falloir qu'il soit de droite, et puis à gauche, il va falloir qu'il soit de gauche. Et il y aura à ce moment-là des alliances possibles et nouvelles. On verra bien. Quant à ce que dit Alain Finkielkraut, moi je souscris aussi absolument. Pour avoir fait un tweet qui un jour disait « Mais si à l'école on apprenait à lire, à écrire, à compter et à penser », je me suis fait insulter dans Libération et Le Monde, où on estimait que ça y est, j'avais franchi le cap, que j'étais devenu un fasciste, un réactionnaire, un conservateur, etc. Alors que, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Que ce nouveau ministre ait cette feuille de route, ça me convient absolument. Alors c'est intéressant, en effet, parce que cette feuille de route est assez inattendue. Elle est en rupture avec les réformes précédentes, notamment la dernière où il n'était plus question de culture, plus du tout. Notamment, on parlait dans l'enseignement du français, on ne parlait absolument pas de littérature, mais justement, les critiques commencent déjà à fuser, notamment dans le Monde, un sociologue et même un hypersociologue, Monsieur Merle, dit que la réduction de la diversité de l'offre scolaire est une bonne chose, précisément parce qu'elle permet de lutter contre les discriminations, contre les inégalités. Donc il s'inquiète de voir revenir les classes bilingues, l'option latin, etc. Il y a des gens dans une pseudo-gauche qui pense qu'éduquer, c'est égaliser et qui plaide pour le nivellement par le bas. Et je pense que c'est une pseudo-gauche parce que l'honneur de la gauche, ça a été d'offrir justement à tous ce que Malraux appelait l'héritage de la noblesse du monde. Si on revient vers cet objectif, cette idée-là de l'école, c'est bon signe. Mais moi, je vois aussi dans ce gouvernement une assez mauvaise nouvelle qui a à voir avec le macronisme originel. C'est la nomination de Marlène Schiappa secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Voilà, parce que celle-ci a chauffé les salles pour Emmanuel Macron. Elle est son côté, si je veux dire, Terra Nova, c'est-à-dire justement l'alliance des minorités, des jeunes urbains, etc., contre ce que vous appelez le peuple old school. Elle a condamné les propos de Manuel Valls en disant que jamais on ne pourrait parler, il n'y avait pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires, dans les banlieues. J'ai entendu un réquisitoire logoréique qu'elle faisait contre la religion catholique et accessoirement la religion juive pour leur sexisme, leur misogynie, oubliant la phrase du Christ, si vous voulez, refusant de lapider la femme adultère et négligeant complètement la question de l'islam. Et elle condamne comme islamophobe l'interdiction du voile à l'école. Et étant donné... Elle est revenue sur ces propos-là. Étant donné les problèmes de civilisation
auxquels nous sommes confrontés, je suis très inquiet, parce que moi j'aurais préféré voir nommer au gouvernement Malek Bouti. Or non seulement il n'y est pas, il n'y a d'ailleurs jamais été, alors qu'il a une position très courageuse en matière d'intégration, et il est emblématique. Non seulement il n'y est pas, mais il n'a pas reçu l'investiture d'En Marche, et il a même un candidat contre lui. Et Valls a été humilié. Donc il y a, vous parliez de grande tradition, il y a une grande tradition républicaine et laïque qui devrait être, si vous voulez, défendue avec intransigeance, étant donné les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et là, j'ai peur que le macronisme ne soit pas tout à fait à la hauteur de la situation. Michel Onfray, vous partagez cette inquiétude? Oui, bien sûr, parce que ça aussi c'est Macron, c'est-à-dire on trouve de tout chez Macron, hein. C'est le propre de Macron, c'est-à-dire une chose et son contraire. On a théorisé un peu le fameux en même temps, mais de fait, je suis d'accord avec ce que vous dites sur ces questions-là. Il y a effectivement de fer au feu dans cette aventure. On verra bien ce que le temps donnera, parce qu'après tout, il y a un gouvernement, il doit agir, mais on sait très bien que le président préside, que le gouvernement gouverne, et qu'un ministre ne prend pas d'initiative personnelle. Il est là juste pour servir le projet d'Emmanuel Macron. On verra ce que l'homme devenu président de la République fera de ces tensions-là et comment il est susceptible de les résoudre en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. En fait, vous avez raison, cette tension est problématique. On reviendra sur les tensions communautaires dans un instant avec le thème de la laïcité, mais un mot sur la dimension société civile de ce gouvernement. La moitié des membres de ce gouvernement sont issus de la société civile. Vous avez parlé de Nicolas Hulot, il n'y a pas que lui, c'est vrai qu'il en est le symbole le plus évident. C'est quoi? C'est du gadget pour vous ou c'est une façon vraiment de régénérer la politique? Ça vous tient à cœur, ça, régénérer la politique? Oui, mais on ne la régénère pas avec des gens qui font de la politique depuis longtemps, avec des cabinets qui sont dirigés par des gens qui font de la politique depuis longtemps, avec des bureaucrates qui font profession. Mais il faut bien qu'il y ait une machine pour faire tourner la machine. Oui, mais ça pourrait être une autre machine, ça pourrait être autogestionnaire, ça pourrait être provincial, ça pourrait repartir à partir de la base, ça pourrait repartir avec les communes et un communalisme libertaire. On pourrait tout à fait vraiment changer de logiciel. Je pense que quand Emmanuel Macron choisit un Premier ministre qui a fait une grande partie de sa carrière privée du côté d'Areva, qui a eu une position au Niger qui était bien connue, qui était en faveur effectivement du lobby nucléaire français sur place, qui a rendu un certain nombre de populations nomades, un certain nombre de Touaregs extrêmement pauvres, puisqu'on les a contraints d'une certaine manière à retrouver le Daesh local. Je veux dire, cet homme qui a fait carrière dans le nucléaire, il n'est pas très exactement en phase avec Nicolas Hulot, qui dit très exactement le contraire. Donc il y en a un des deux qui va mourir, mais je ne suis pas bien, politiquement, entendons-nous bien, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit Nicolas Hulot, parce qu'il est généreux, idéaliste, qu'il a une vraie carrière engagée dans le mouvement écologiste, qu'il est aussi un homme droit, intègre, et qu'il a en face de lui quelqu'un qui, je le rappelle, le Premier ministre a été socialiste, il a été rocardien, on le retrouve ici, là, donc je pense effectivement que le lobby nucléaire s'en sortira sûrement mieux que les écologistes. Vous voulez réagir? Là, j'ai un tout petit désaccord. Je ne suis pas sûr que l'urgence écologique aujourd'hui passe par l'abandon du nucléaire. J'ai une autre inquiétude vis-à-vis d'Édouard Philippe. C'est des révélations que j'ai lues dans un article tout récent de Caroline Fourest. Il dit qu'il s'est montré très conciliant envers la clientèle communautariste au Havre, ville dont il était maire. Sa mairie, dit-elle, a jeté 8500 mousses au chocolat des cantines parce qu'elles contenaient de la gélatine de porc et prêtaient une salle municipale à l'association haineuse du rappeur Médine. Et je vous conseille d'écouter la chanson de Médine, Don't Like. Cela dit, là quand même, là aussi j'ai un autre petit désaccord avec Michel Onfray. Emmanuel Macron s'est imposé des contraintes, à mes yeux absurdes, mais très réclamées en tout cas par les médias, la parité, ce qui est assez humiliant pour les femmes parce qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas choisies en fonction de leurs compétences, et puis une moitié politique, une moitié société civile. Et il s'est plutôt bien tiré de ces contraintes. C'est-à-dire que les personnalités de la société civile, il ne les a pas choisies pour faire tape à l'œil. Il a pris des gens très, si vous voulez, très habités, des personnalités très habitées par ce qu'elles ont à faire. Je donnerai deux exemples. Agnès Buzyn, qui a une très grande carrière dans la médecine et qui veut revenir sur le tiers payant. Le tiers payant, c'est terrible parce que ça achève de prolétariser les médecins, les transformer en prestateurs de services gratuits. Donc, elle veut rendre un peu sa dignité perdue au grand métier de médecin.
Ça me paraît très important. Et Françoise Nyssen, éditrice, ce qui remettra le livre au cœur de la culture, ce qui est pas mal non plus. Je me doutais bien qu'avec Actes Sud et Françoise Nyssen, vous seriez d'accord, donc je ne comptais même pas vous poser la question. Et Emmanuel Macron semble quand même vous mettre plutôt d'accord. C'est peut-être la première information de cette première partie de décryptage. On a d'autres questions et on va revenir sur ce que vous disiez. Ces questions d'identité, de communautarisme, qui seraient peut-être l'angle mort de ce que vous avez appelé le macronisme. On y revient juste après la pause. À tout de suite.